Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Stories. Au sommaire ce samedi, quel rôle pour les fonds d'investissement en pleine crise et alors que le plan de relance du gouvernement a été annoncé cette semaine. Je reçois Gonzague de Blinière, cofondateur de la société d'investissement Raise, pour en parler. En deuxième partie d'émission, une plongée dans un univers coloré de vert. La végétalisation intelligente est-elle le nouvel outil pour lutter contre le réchauffement climatique? Réponse avec Élodie Grimoin, fondatrice de Urban Canopé, qui sera sur ce plateau. Smart Stories, c'est parti. Smart Leader, bonjour Gonzague de Blinière, vous êtes le cofondateur de la société d'investissement Raise. Pas besoin de vous le dire, la France, la planète font face à une crise absolument inédite, brutale, massive. On manque d'adjectifs. Le très attendu plan de relance et de transformation du gouvernement, il a été annoncé cette semaine. Je vous le rappelle, 100 milliards injectés sur 2 ans, 70 mesures. Est-ce que c'est une goutte d'eau ou non? Est-ce qu'on est, selon vous, dans le bon dosage? On ne peut pas dire que 100 milliards soit une goutte d'eau. On parle quand même de 100 milliards. Mais on est dans la plus grosse crise qu'on n'a jamais vue depuis l'après-guerre. Oui, donc, mais quand on regarde les budgets de l'État, quand on regarde le PIB français, 100 milliards, ce n'est pas du tout une goutte d'eau. Et je pense que ce budget est en plus un budget parce qu'il n'y a pas que les 100 milliards, il y a aussi les réductions d'impôts de la production. Il y a 20 milliards de réductions d'impôts dans la production. Et ça, c'est fondamental. Donc je pense que ces 100 milliards sont... alors l'affectation des 100 milliards entre le transport, entre l'aérien, entre la production, entre le tourisme, ça a dû être sans doute un débat compliqué. C'est pour ça qu'il y a eu une petite semaine de retard. Et une semaine de retard, franchement, c'est rien au regard d'une dépense de 100 milliards pour l'État français. Mais je pense que c'est une bonne formule. Vous savez, Alain Madelin, qui est un capitaliste libéral, a dit, au contraire, il faut lâcher la planche à billets. Et peut-être qu'il aurait fait mettre plus d'argent sur la table. Quand il coûte si peu cher, pourquoi pas emprunter plus? Alors justement, vous devancez ma question d'après. Si vous aviez été à la place de Jean Castex, est-ce que vous auriez pris exactement ces mesures-là ou vous auriez fait peut-être un petit pas de côté? Et si oui, lequel? Alors d'abord, c'est très difficile de se mettre à la place d'un Premier ministre, surtout quand on est... Imaginons que vous ayez eu les commandes. Imaginons. Cette relance par l'offre, elle était judicieuse. Je pense que j'aurais collecté tout... Il y a beaucoup de spécialistes en ce moment qui se prononcent, surtout dans la santé d'ailleurs, mais collecter tous les économistes qui nous ont dit c'est de l'ordre de 100 à 150 milliards. En tout cas, j'aurais pas eu peur des sirènes qui disent « mais attention, l'État français s'endette trop ». C'est une bonne chose qu'on casse ce fameux 3%, ça ne sert plus à rien. Moi, je crois beaucoup à la dette perpétuelle, et donc j'aurais pas eu l'inquiétude de dire je rajoute 10, 20, 30 milliards de plus. Donc les 100 milliards d'euros, ceux qui nous auraient dit écoutez, franchement, endetté de 100 milliards, le pays comme la France, c'est juste pas possible. Là, j'aurais balayé d'un... Vous le savez bien, il y a un endettement efficace et un endettement qui ne sert à rien. Si cet endettement, il est là pour justement créer de grands projets et nourrir et mettre du charbon dans la machine, c'est utile. Est-ce que c'est le cas? Je pense que c'est tout à fait le cas. Et comme plus que dans d'autres plans de relance, quand dans le grand emprunt, par exemple, on en avait beaucoup parlé et finalement, son efficacité n'a pas forcément été prouvée. Ce qui s'est arrêté, c'est l'économie. Donc les entrepreneurs, ceux que vous recevez, ont été arrêtés brutalement parce qu'ils n'ont plus de pétrole, ils n'ont plus d'argent. L'économie va redémarrer à son rythme, pour certains secteurs d'activité rapidement, pour d'autres plus lentement. Donc il fallait remettre de l'argent dans la machine. La bonne nouvelle, c'est que parallèlement, on allège les impôts de production. Je vous dis, 20 milliards, c'est pas rien. Donc, on réinstalle la production en France, on réinstalle des grandes industries en France, on réfléchit à la manière dont on répartit ces 100 milliards, et en tout cas, c'est pas une goutte d'eau. Quand on parle de 4 ou 5 milliards d'euros pour la SNCF, c'est pas une goutte d'eau. Quand on parle du tourisme, c'est pas une goutte d'eau. Je pense que c'est 1,2 milliard. D'accord. C'est toujours un peu moins que ce qui est injecté en Allemagne? Je ne suis pas si sûr, parce que si on fait la valeur relative de l'argent touché par les entreprises avec l'argent injecté par l'État, c'est pas forcément... En tout cas, moi je trouve qu'au regard de... Et puis en plus, il faut absolument que l'État français incite les privés à le faire. Donc il y a l'État qui peut mettre 100 milliards d'euros sur la table, mais aussi les investisseurs privés, les fonds d'investissement qui peuvent aussi jouer le jeu. Ce plan prépare l'avenir, a dit Jean Castex cette semaine. Est-ce que vous, avec vos investissements au sein de cette société d'investissement Raise, est-ce que vous avez le sentiment, vous aussi, de participer à la préparation d'un avenir un peu différent?
D'abord, j'ai le sentiment que c'est la première fois que l'État a réagi très vite. Parce que dans toutes les entreprises dans lesquelles on est actionnaire, aussi bien des start-up que des PME ou ETI, quand ils ont été voir leur banquier pour avoir Donc là, vous PGE, parlez de l'après-confinement ou de la voilà, période de confinement. quand ils ont été voir leur banquier pour avoir le PGE, ils l'ont eu tout de suite. Donc la réaction de l'État a été extrêmement rapide. Et je pense quand même que la France peut être fière de la manière dont on a réagi de façon économique. Nous, on sent que les entreprises et les banques, c'est les banques qui font le boulot. Les banques et les investisseurs. On n'a plus de pétrole, on n'a plus d'argent. Toutes les startups se sont dit, mince, je ne peux plus vendre, je ne peux plus faire de chiffres, je ne peux plus collecter d'argent. Donc la seule solution, c'est de se retourner auprès de l'État ou des banques. Et elles ont toutes joué le jeu. Et ça a été très très rapide. Et j'espère que celles dans lesquelles il y avait des fonds d'investissement ont été encore plus aidées que les autres. Alors, je vous parlais de vos investissements dans vos startups. Est-ce que vous avez le sentiment de préparer l'avenir? Donnez-nous des exemples de startups dans lesquelles vous avez investi et qui, justement, sont profondément en train de changer. Deux exemples connus. Bergamote, distribution de fleurs. Virtuo, location de véhicules automobiles où, vous savez, vous n'avez plus besoin d'avoir un guichet. Vous louez votre voiture et vous ouvrez votre voiture avec la clé qui est sur le smartphone. Quand vous ne louez plus de voiture, vous n'avez plus de trésorerie. Il faut bien acheter des voitures. Donc, nous, on les a aidés et on a eu le sentiment vraiment qu'on n'allait pas casser la dynamique du business plan de ces entreprises avec cet arrêt de l'économie du Covid. Et on a le sentiment que tous les business plans des entreprises qu'on a vus, start-up ou autres, elles vont redémarrer à partir de 2021, rapidement ou lentement selon les métiers, ça dépend. Le tourisme, c'est plus lent. Le B2C, c'est sans doute plus rapide. Une entreprise comme la Maison du Whisky, ça a été extrêmement rapide. Une entreprise comme Babylou, ça a été extrêmement aidé par l'État. On a fait une opération cet été, je ne sais pas si vous l'avez vu. D'ailleurs, nous avons réinvesti massivement à notre échelle chez Babylou parce que nous croyons à l'avenir. Ce n'est pas une remise en cause du modèle. Donc je pense que la plupart des entreprises dans lesquelles nous avons investi, les modèles n'ont pas été remis en cause et les business plans ont été un peu arrêtés pendant 6 mois, voire un an et demi pour dans certains métiers. Un mot de l'emploi, de la création d'emplois, Gonzague de Blinière. Jean Castex a parlé de 160 000 emplois espérés par ce plan de relance d'ici 2021. Est-ce que vous voulez chiffrer les créations d'emplois dans les startups dans lesquelles Non, je n'ai pas la investissez? compétence pour le faire. Tout ce que je peux voir simplement, c'est que nous, on a à peu près 30 ou 35 participations. Et encore une fois, dans la plupart des investissements, les meilleurs actifs, c'est ceux qui rentrent chez eux tous les soirs, c'est les salariés. Et en tout cas, les recrutements n'ont pas été réduits et les recrutements n'ont pas été arrêtés. Ils n'ont pas été parce que, encore une fois, les fonds d'investissement dont nous sommes partis ont choisi quand même des entreprises qui sont dans des secteurs porteurs. Alors, ils sont quelquefois en transformation et remis en cause par ce Covid, mais ils sont globalement dans les secteurs porteurs. Bird Office, qui est une entreprise assez connue, qui est dans la location de salles de réunion, tout ce qu'on dit sur le télétravail, etc., remet en cause tout ça. Non, là, on a continué à investir, on a continué à recruter. Donc on ne sent pas que, en tout cas dans le monde des participations du private equity, les recrutements sont toujours là. Un dernier mot sur ce plan de relance. Sur les 100 milliards de ce plan, 30 milliards, un tiers vont être consacrés à la transition écologique, la réduction des émissions de CO2 dans les transports. Est-ce que ça résonne chez vous? Est-ce qu'il y a une résonance dans vos investissements? Alors, vous le savez sans doute, nous avons un fonds d'impact. Donc nous croyons fondamentalement à l'impact. Et d'ailleurs, la RAISE a été créée sur de la bienveillance, de la générosité et de l'impact. Oui, ça résonne parce que depuis 2017 a été créée une initiative écologique qu'il ne fallait pas que le Covid arrête. Et je pense qu'il est fondamental que dans ce plan, il y ait une partie de l'argent qui soit destinée à des investissements propres, des investissements économiquement responsables. Et je pense que c'est là où je trouve que c'est assez fort. C'est-à-dire que ce n'est pas 100 milliards pour relancer la machine, c'est 100 milliards pour continuer à faire les transformations qu'on avait commencées avant. Et 30 milliards justement sur la transition économique et énergétique, c'est suffisant? Je ne suis pas un grand spécialiste, ça me paraît déjà beaucoup, donc ça me paraît pas mal, oui. Alors, parlons de votre fonds à présent. Donc, vous l'avez dit à demi-mot, votre fonds conjugue rentabilité et générosité, des valeurs et une raison d'être qui collent évidemment complètement à l'ère du temps. Mais vous êtes lancé en 2014, personne ne s'y attendait, on vous a un peu pris pour des fous à l'époque. Je rappelle que vous l'avez cofondé avec Clara Guémard. Absolument. Avec Clara, on avait vu un article qui nous avait en 2012, qui nous avait vraiment choqué. C'était la première de couve de Libération qui disait « Jeunes de France, barrez-vous, l'avenir est ailleurs ». Et moi, j'ai fait tout ce métier. C'est ce qu'on dit au Liban aujourd'hui. Oui, c'est épouvantable. Voilà, quand on aime son pays comme nous l'aimons, Clara et moi, Clara a été fonctionnaire, puis elle était dans un grand groupe. Moi, j'ai été dans le monde du private equity. J'ai des enfants, des petits-enfants. Ils ont été élevés par ce pays. J'ai été soigné par mon pays. Je vois que le monde de la Startup Nation, la French Tech, c'est quand même assez exceptionnel. Donc, je me suis dit, il faut qu'on fasse quelque chose. Et on a voulu lever un fonds
un fonds de dotation pour aider les startups. Mais faire la quête, c'est juste épouvantable. Donc on s'est dit, on va cocher aucune case, on va dire qu'on est bienveillant, on va dire qu'on est généreux et on va dire qu'on veut faire de l'impact. Et on a levé de l'argent sous forme de société, on a été voir toutes les grandes réussites françaises et on les a collectées dans une structure pour investir dans les... Alors là, vous ne répondez pas à ma question. Est-ce qu'on vous a pris pour des fous? Parce que les mots bienveillant et généreux, aujourd'hui, on les emploie beaucoup. Eh bien non. Mais à l'époque, ce n'était pas le cas. Non. Alors, donc comment est-ce que votre projet a été accueilli? Ceux qu'on a été voir et qui ont investi chez nous nous ont pas pris pour des fous parce qu'ils ont investi chez nous. Ils nous ont pris pour des précurseurs. Par contre, nos confrères, parfois, nous ont dit, franchement, redonnez 50% de ce que vous gagnez, c'est pas vraiment l'air du temps dans le monde de Est-ce que vous avez le sentiment, en 6 ans, d'avoir clairement fait bouger les lignes sur ce sujet de la bienveillance? Je l'espère. Et si oui, comment? Avec Clara, on l'espère fondamentalement. Il y a d'autres. C'est pas une espérance. Est-ce que vous avez des chiffres? Est-ce que vous avez des exemples concrets qui puissent l'attester? Je pense qu'il y a 5 ans, on parlait d'impact de manière... c'était un peu du impact, c'était la mode. Aujourd'hui, il y a des fonds d'impact qui se créent, il y a de plus en plus de fonds d'impact qui se créent. Et quand je vois l'exigence des investisseurs dans les fonds d'investissement ou dans les structures d'investissement, qu'est-ce que vous faites sur votre politique ESG? Qu'est-ce que vous faites dans votre politique impact? Est-ce que vous avez une éthique? Quel est votre regard sur l'investissement? Est-ce que vous respectez la gouvernance des entreprises dans ce que vous voulez investir? Donc ça, c'est nouveau. Moi, j'ai commencé ce métier en mars 81. J'ai vu une période de croissance incroyable avec des LBO, des entreprises, ce qui n'est pas forcément une mauvaise histoire, mais avec des sommes colossales aussi. Et maintenant, je me rends compte que maintenant, les investisseurs ont de plus en plus d'exigences sur tout cet impact. Et ce mouvement pour l'économie bienveillante, nous, on y croit dur comme fer avec Clara. Je vous le rappelle, c'est en 3 mots. 1, vous partagez de façon systématique une partie de vos ressources à une cause qui est dans votre propre métier et vous y impliquez vos salariés. Tout est mieux. Vos clients vont vers vous parce que vous êtes éthique. Les salariés trouvent que vous avez un sens, ils trouvent un sens à leur job. Et puis, l'entreprise, finalement, en gagne plus. Nous, on a 1,3 milliard sous gestion. Jamais nous aurions imaginé avec Clara en 2013 d'avoir 1,3 milliard sous gestion avec un tel écosystème. Comment aller plus loin, Gonzague de Blinière? Comment agir pour que notre économie, elle soit réellement encore plus bienveillante? Je pense qu'il faut d'abord... dans ce mouvement pour l'économie bienveillante, il y a près de 4500 signataires. Donc c'est 4500 entreprises, des petites, des grandes, des moyennes, des Danone, des startups qui ont signé en disant nous faisons ça, nous avons une approche de l'économie, on ne va pas remettre à plat le capitalisme, mais on partage plus et en partageant plus, en mettant cette générosité au cœur de la raison d'être de notre entreprise, puisque c'est en plus dans notre secteur d'activité, on se sent plus utile. Donc c'est en montrant des exemples, c'est en les mettant en valeur, c'est pour ça qu'on a créé ce mouvement pour l'économie bienveillante. Je pense que la valeur de l'exemple fera qu'on ira plus loin. Et dans le monde de la finance, comme on est un peu un ovni, même si on a eu quand même la chance d'avoir un Bill Gates qui est venu qui nous a reconnus, qui nous a identifiés, qui vous a conforté absolument, dans vos convictions. Qui est venu dîner chez nous, donc quand même j'étais assez fier d'avoir ça. Donc je pense que dans le monde de la finance, il faut démontrer que l'argent pour l'argent n'a plus aucun intérêt. Vous avez dit dans une interview, les gens ont besoin de vivre ensemble. Comment est-ce qu'un fonds comme le vôtre pourrait jouer un rôle tout à fait clé à l'heure où notre société est un peu en manque de repères, où les entrepreneurs sont un peu dans le brouillard, une société qui se cherche, et pour reprendre les mots d'Emmanuel Macron, une société en proie à une banalisation de la violence? Alors d'abord, venez chez nous pendant une journée. Vous verrez l'ambiance des jeunes. Là, je sors d'une séance de gymnastique avec l'ensemble des salariés de Raise. Donc, je pense qu'on a une approche de la relation au travail qui est très différente chez Raise d'ailleurs. Et si on peut l'exporter dans le monde de la finance, qui est notre métier, la faire transpirer un peu, ça serait une bonne nouvelle. La confiance, la bienveillance. Le télétravail, tout le monde parle du télétravail. Nous, ça fait longtemps qu'on pratique le télétravail, une journée de télétravail par semaine. Et encore une fois, la parité totale. Avec Clara, on a décidé dès le départ d'être à 2, un homme, une femme, pour créer cette structure. Et dans chacune de nos entités, l'impact, l'immobilier, l'investissement ou le venture, le capital risque, c'est un homme, une femme qui dirige l'entité. Nous sommes à parité totale, nous sommes 54. Donc je pense que de la bienveillance, de la parité, la finance, on nous dit, il n'y a pas suffisamment de femmes, mais il suffit de le décider. Il y a tout ce qu'il faut. Nous n'avons jamais eu de problème de recrutement de femmes dans notre métier. Donc voilà, laissez transpirer, laissez transparaître, et je vous exhorte à venir passer une journée avec nous. Vous verrez. Mais avec plaisir, et on restera là-dessus. Merci beaucoup, Gonzague de Blinière, cofondateur de Raise avec Clara Guémard. C'est la fin de Smart Leader. Tout de suite, Smart Tomorrow avec Élodie Grimoin, fondatrice de Urban Canopé. Restez avec nous.
Smart Tomorrow avec Aurélie Motard-Rivet, fondatrice du cabinet Societer. Bonjour. Bonjour Capucine. Et bienvenue Aurélie. Et Elodie Grimoin, fondatrice d'Urban Canopy. On a hâte de vous entendre. On écoute d'abord Aurélie. Donc je le disais, vous êtes présidente de Societer, une maison de conseil aux dirigeants en Sustainable Leadership. Alors on va évidemment revenir avec vous dans cette chronique sur ce plan de relance intitulé France Relance qui a été présenté cette semaine. Alors vous accompagnez les dirigeants sur l'impact sociétal. Est-ce que ce plan, il est franchement suffisamment ambitieux selon vous ? Alors ce plan Capucine, il est évidemment très ambitieux par son montant, 100 milliards d'euros. C'est énorme puisque c'est 4 fois plus qu'en 2008, après la crise de 2008. Mais surtout, ce qui est intéressant, Capucine, je trouve, c'est que ce plan, en fait, il répond véritablement aux transformations sociétales, environnementales dont on va parler. Il y a une vraie volonté du gouvernement de s'engager sur ce sujet, et notamment le Premier ministre, dans un entretien au Figaro, qui lui-même, je le cite, dit « Notre ambition, c'est de transformer la France pour qu'elle soit plus écologique, plus compétitive et plus solidaire ». Autre signal positif, la secrétaire d'État à l'économie sociale et solidaire, Olivia Grégoire, a reçu le mouvement des entrepreneurs sociaux qui a beaucoup pesé dans cette relance pour qu'elle soit plus durable et cherche à imposer un impact score. On a beaucoup parlé de ça, je ne sais pas si vous en avez entendu parler. L'impact score, c'est ce critère d'évaluation de l'impact sociétal et environnemental des entreprises. Donc on voit qu'il y a une volonté de concilier le court terme, l'urgence, la relance, avec par exemple des baisses d'impôts, et aussi le long terme avec des investissements d'avenir. Alors je voudrais qu'on jette un petit coup de projecteur sur cette partie environnementale qui nous concerne beaucoup dans cette émission aujourd'hui. 30 milliards sur l'environnement. Aurélie, est-ce que c'est suffisant selon vous ? Alors, en réalité, je pense que c'est déjà un signal très fort, mais c'est moins une question de montant que d'état d'esprit. Je pense qu'il faut changer d'état d'esprit, et ce plan de relance, au fond, il doit être d'abord un plan de reprogrammation de notre économie. Il faut complètement reprogrammer notre économie. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui ? Ce qui n'est pas complètement le cas. Il y a déjà un mouvement très fort de la part des entreprises, en particulier des start-up à impact et de l'innovation à impact. Il y a une envie de faire pivoter les modèles, mais là, il faut accélérer très fort parce que c'est un sujet de performance économique durable et de survie business tout simplement. Et ce plan, il ne faut pas oublier qu'il vient en complémentarité d'un plan assez historique au niveau européen. Le plan de relance européen, c'est 750 milliards d'euros. Donc c'est quand même assez phénoménal. En revanche, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est la dimension multilatérale, les Nations Unies et l'agenda 2030 des Nations Unies, puisque même si la France met 30 milliards sur le climat, on n'arrivera pas à empêcher le réchauffement climatique si on ne se met pas tous autour de la table. Alors on va en parler avec Elodie qui est avec nous aujourd'hui. Quid des startups au milieu de ce plan de relance ? Est-ce qu'elles sont suffisamment écoutées ? Est-ce qu'on a vraiment zoomé sur elles dans ce plan de relance ? Elles ont un rôle central. Alors dans le plan de relance, quand on regarde bien, en réalité, il n'y a pas un volet dédié comme sur l'environnement, par exemple, mais elles sont en transverse, et d'ailleurs elles interviennent beaucoup sur les sujets d'écologie, de transition écologique, et elles sont un accélérateur de croissance, d'attractivité, évidemment, et de transition écologique très fort. En fait, pour moi, les startups, ce sont des laboratoires de cette reprogrammation dont on parlait. Donc elles ont un rôle majeur parce qu'elles anticipent les transformations sociétales. Si on prend l'exemple de l'économie circulaire, un back market sur ce sujet intervient beaucoup, un klaxon sur les sujets du télétravail, on parle beaucoup de la réinvention du travail. Donc pour moi, les startups, en fait, elles sont time to market sur le sociétal. Et le Next 40, aujourd'hui, il est beaucoup basé sur la levée de fonds, et je pense que ça ne doit pas être le seul critère. Il faut aussi se baser sur des critères environnementaux et sociétaux pour les startups et l'entrée au Next 40. Et juste pour finir, Capucine, je pense que c'est important de dire qu'au fond, il ne faut pas tout attendre de l'État, et que c'est tous ensemble, nous les entrepreneurs, les représentants de la société civile, les dirigeants d'entreprise, on va transformer l'économie, on va créer l'économie de demain ensemble en fédérant nos énergies. Merci beaucoup Aurélie Motard-Rivet. Vous restez évidemment avec nous pour écouter Elodie Grimoin. Je le rappelle, vous êtes la fondatrice d'Urban Canopy. Vous colorez les espaces verts, les espaces urbains de vert. Vous créez de véritables niches de verdure tout en luttant contre le réchauffement climatique. Donc c'est une idée que vous avez sortie de votre chapeau en sortant d'école. Alors justement, je vais expliquer après comment. Bonjour. Je vais expliquer justement comment le projet est né. Comment il est. Alors, vous avez fait une école qui s'appelle AgroParisTech. Oui. Donc vous allez nous raconter comment le projet est né. Et puis finalement, il s'est transformé en entreprise. Et aujourd'hui, il y a 16 salariés. Et puis on va le voir, une expansion à vitesse grand V à l'international. Alors racontez-nous comment est né ce projet. Puis on va voir quelques exemples de vos réalisations qui vont s'inscrire à l'écran.
Super. Donc ce projet est né en fait dans les laboratoires de l'École des Ponts et Chaussées. Donc je suis pas toute seule en tant que fondatrice, on est plusieurs cofondateurs, notamment Hubert Michaudet qui est président de la société et qui est en fait enseignant-chercheur notamment à l'École des Ponts à l'époque et avec un groupe de chercheurs lié à la canicule de 2016. Un des chercheurs des laboratoires de l'École des Ponts et Chaussées qui travaille alors sur des structures légères et modulaire. Donc, en guise d'exemple de structure légère, on peut voir un chapiteau au Solidays, on peut voir une cathédrale éphémère à Créteil. Donc là, il n'y avait pas du tout de végétal, c'était que de la structure, mais légère, avec des doubles courbures, qui est un système déployé à l'École des Ponts et Chaussées. Et donc, ce chercheur-là se dit, mais après la canicule de 2016, et si je végétalisais mes structures pour greffer justement du verre sur la ville et lutter contre les îlots de chaleur urbains Donc, il en parle avec Hubert Michaudet. C'est pas que colorer la ville. C'est aussi lutter contre les îlots de chaleur. Ah oui, totalement. C'est même le premier step, en fait. Le premier step, c'est vraiment lutter contre les îlots de chaleur urbains. Donc, on peut le voir aussi comme améliorer le confort thermique urbain. Et donc, lutter contre les effets du changement climatique. Pas juste mettre du vert. Ça a bien sûr d'autres bienfaits, c'est-à-dire améliorer les trames vertes et bleues dans la ville, ramener la biodiversité, recréer ce lien homme-nature aussi. Et donc, on a créé cette société avec les chercheurs du labo qui sont aujourd'hui actionnaires. Donc, on a 30% du capital aujourd'hui qui est détenu par les chercheurs des labos d'École des Ponts et Chaussées. Et donc, on a commencé à deux avec Hubert Michaudet à vraiment développer la société, à sortir justement l'idée des laboratoires, donc ce côté spin-off, sortir et développer quelque chose. Comment est-ce que vous avez eu l'idée? Vous êtes baladé? Parce que ça fait un peu penser à ce qu'on voit à Singapour. Non? Exactement. Vous êtes inspiré? Alors justement, non. C'est assez marrant d'ailleurs, c'est qu'en fait, le premier projet qu'on devait faire, c'est à Toulouse. Donc Toulouse, c'est vraiment la première ville pilote qui a voulu tester nos solutions. Et donc Toulouse nous dit, voilà, j'aimerais une structure végétalisée. Donc au début, on se dit, pourquoi pas prendre le chapiteau des Solidays et puis le végétaliser. Mais le problème, c'est que si on fait des structures comme ça sur mesure, c'est très coûteux. Il faut refaire tous les calculs, parce qu'il y a quand même beaucoup de calculs derrière. Et donc, c'est des coûts monstrueux et on n'est pas du tout dans le côté développement durable en termes économiques. Et voilà, il faut aussi se développer, que ce soit scalable et reproductible. Et donc, on commence à se dire, on va créer un module de type igloo. Et là, la ville nous dit, non, c'est pas possible, parce que ça peut peut-être inciter des personnes à monter dessus. Donc, on a retourné la forme. Ils nous ont dit, non, il faut que ça tienne au minimum d'emprise au sol. Donc, on se dit, OK, on a travaillé avec les chercheurs. Ils ont recalculé tout ça. Et donc, ils ont retourné la forme en se disant, si on met 4 corolles, 4 canopées côte à côte, on retrouve l'arche, en fait, d'un igloo. Donc, ça, c'est venu comme ça. Est-ce qu'on peut parler des végétalisations intelligentes? Quid de la data, des algorithmes? Comment est-ce que vous les insérez dans vos projets, justement? Alors, justement, nous, notre credo, c'est vraiment de rafraîchir la ville par le végétal. Sauf que si on veut que ça rafraîchisse par le végétal, il faut que le végétal pousse et se développe correctement. Et comme on n'a pas vocation à faire que des projets au sol, mais notamment sur les façades et les toitures, il faut bien sûr penser au côté maintenance. Donc on a tout de suite intégré en fait dans nos pots des capteurs qui mesurent en temps réel des différentes datas, notamment sur tout ce qui est pédoclimatique, donc c'est-à-dire température du sol, humidité notamment, avec un algorithme d'irrigation qu'on a développé nous-mêmes qui permet de déclencher ou non un système de goutte à goutte au niveau du substrat. Donc en fait, vous avez une petite pompe, une batterie solaire, un mât au milieu des structures que vous voyez sur les photos réelles, on va dire, un panneau solaire, ce qui fait que la structure fonctionne toute seule, ce qui fait qu'elle n'est ni raccordée au réseau d'eau, ni raccordée au réseau électrique du site. Ça fonctionne tout seul et on n'a pas besoin de casser le sol. On est posé en surface. Aurélie? Vous êtes complètement purpose native, en fait, vous êtes complètement lié à l'agenda Nations Unies dont on parlait tout à l'heure pour 2030 et l'ODD 13 notamment sur le climat, le changement climatique. Est-ce que vous êtes bien intégré justement dans cette structure? Comment vous travaillez avec le secteur public et plus largement diplomatique? Alors au niveau diplomatique, j'ai eu la chance de participer à la rédaction d'un livre blanc avec l'UNICEF sur les femmes. Et pour le coup, on est très en lien avec le C40 Cities, que vous connaissez, j'imagine, sûrement. Peut-être juste rappeler ce que c'est. Voilà, c'est un groupe de 96 villes dans le monde qui œuvre pour la résilience climatique principalement.
où Madame Hidalgo était présidente et maintenant c'est le maire de Los Angeles. Et donc j'ai été lauréate Women for Climate par le C40 Cities l'année dernière. Et donc dans ce cadre-là, justement, ce projet-là que vous voyez ici. C'est comme ça que vous rencontrez des maires de partout dans le monde. Les maires du monde entier, la maire de Sydney. Voilà. Ce qui nous amène Los Angeles, à la question d'après, puisqu'on est un peu pris par le temps. Vous venez de livrer 15 canopies à Melbourne, 10 à Riyad. Donc c'est parce que vous avez rencontré les maires dans ce cadre-là. Mais pas que, c'est Pas vraiment que. le Alors, réseau. comment ça se passe? Mais le réseau avec la maire de Melbourne, comment créer du réseau avec la maire de Melbourne? Bah justement, il s'avère qu'il y a un Français qui nous aime beaucoup, qui est aussi australien, et qui veut développer Urban Canopy Australia, et donc voilà, qui a trouvé des partenaires locaux qui vont vendre nos structures là-bas. Donc là, elles sont prêtes à partir, elles sont façonnées. Elles sont déjà là sur le bateau. Donc le but, c'est de tester le marché là-bas local, et ensuite, si ça fonctionne, bah, en fait, de développer plusieurs ateliers d'assemblage locaux, parce que justement l'avantage qu'on a, c'est que 75% aujourd'hui de nos produits dans un produit peuvent être produits localement, donc la main d'œuvre locale, ce qui limite aussi bien sûr tout ce qui est bilan carbone. Donc le but, c'est de se développer comme ça par briques géographiques. Alors je reviens sur le classement des villes. Vous parliez du maire de Los Angeles, d'Anne Hidalgo. Quelles sont les villes qui sont les plus en pointe dans le monde sur ce sujet-là et sur lesquelles vous tournez évidemment? Alors, on voit qu'il y a bien sûr pas mal de villes dans le nord, oui. La Suède notamment, qui est assez à la pointe, l'Allemagne aussi. En Europe, donc ça commence à vraiment monter. Athènes notamment, c'est assez surprenant. Ils ont des grosses problématiques d'îlots de chaleur. Et Athènes est d'ailleurs une des villes pilotes dans la thématique au C40 sur les îlots de chaleur. On a aussi Melbourne qu'on retrouve parce que voilà, on sait que l'Australie a des problématiques aussi là-dessus. Donc c'est vraiment assez éparpillé. Il y a des villes du sud, des villes du nord. C'est assez cosmopolite mais bien sûr, c'est des villes qui sont très grosses. C'est vraiment des villes qui ont beaucoup d'habitants. Donc voilà, c'est des grosses mégalopoles, quoi. Et Élodie Grimoin, à l'heure de la crise du Covid, est-ce que ce type de projet reste une priorité? Est-ce que vous avez un peu plus de mal à convaincre les maires que vous allez voir? Et comment ça se passe? Deuxième partie de question, comment ça se passe à Paris, précisément, avec Anne Hidalgo? Alors, pour répondre à la première question, bien sûr, le Covid a été un petit peu délicat pour tout le monde. Après, l'avantage qu'on a eu, on était vraiment surpris, c'est que dans le public comme dans le privé, les projets sont tombés pendant le confinement. On a eu, par exemple, premier coup de fil pendant le confinement avec la mairie de Châlons-en-Champagne et installation à la fin du déconfinement. Et pareil, côté privé, l'exemple, c'est la société Liebherr Aerospace, qui a eu certaines problématiques à cause de la Covid et qui ont souhaité maintenir le projet Canopée. En fait, on a installé un projet sur le siège social de l'entreprise, qui est à côté de Toulouse. Et donc, on voit que malgré les problèmes, l'engagement, on va dire, social, sociétal est toujours présent en disant non, on a des restrictions budgétaires, mais on s'est engagé sur telle thématique et on se maintient. Et je trouve ça vraiment positif. Les villes aussi, là, on bénéficie des marchés innovants parce qu'on a 2 brevets et on est jeune entreprise universitaire liée à notre histoire avec l'école des ponts et chaussées, ce qui fait qu'avec les villes, on peut aller à des seuils jusqu'à 100 000 euros en termes d'achat, et ce qui fait que les villes peuvent justement aussi venir nous démarcher et tester l'innovation de rupture notamment. Dernière question très rapide, Aurélie. Oui, vous parliez de scaling, pour employer un bon mot français. Ouais. Quels sont les plus gros freins que vous avez rencontrés justement dans votre développement? Alors, le premier frein qu'on a eu, c'est très clairement le fait de faire quelque chose qui soit innovant, innovation de rupture. Pourtant, c'est du végétal, c'est du vivant, ça existe depuis toujours. Et forcément, c'est délicat au début de dire on a une solution nouvelle, là où vous ne pouvez pas planter d'arbres, là où on a des réseaux souterrains, des parkings, on a une solution pour vous. Oui, mais si on ne l'a pas vue, si elle n'est pas palpable, c'est dur de la tester chez soi. Donc au début, c'était délicat de convaincre sur les premiers, donc les premiers early adopters, comme on dit. Et donc, finalement, un premier projet engendre un autre, et maintenant, c'est lancé, et c'était vraiment le principal frein. Merci beaucoup, Élodie Grimoin. Merci, Aurélie Motard-Rivet. On se retrouve très bientôt. C'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour de nouvelles histoires audacieuses d'entrepreneurs.